Bonjour. Nous allons continuer cette année l'investigation des éléments d'architecture. Bon, comme vous le savez, hein, c'est vraiment une liste, un inventaire, voilà, l'après-vert. Hein. A priori, ces éléments, ils n'ont pas grand-chose à voir. Mais justement, comme ils sont associés dans un cours, on va s'apercevoir qu'ils ont quand même entre eux des relations. Donc on va voir d'abord le sol. Le sol, finalement, on pourrait se demander si c'est un élément de l'architecture, si vous voulez, puisque le sol, bon, ben, ça existe avant qu'on y mette un bâtiment. Et même justement, c'est sur un sol préexistant hein, qu'on pose, qu'on enfonce hein, des bâtiments. Mais on va voir que pas du tout. Le sol, ça peut être considéré hein, comme une architecture à part entière. Hein. Et je pense qu'il y a déjà des architectes du sol. C'est peut-être les gens qu'on va voir ou découvrir aujourd'hui. Ensuite, ça sera le baldaquin. Bon, le baldaquin, vous allez me dire, mais putain, mais qu'est-ce que tu racontes Pourquoi t'as pris le baldaquin? Tu pouvais prendre le toit, c'est plus évident, quoi. Justement, c'est mieux le baldaquin. Parce que le toit, finalement, c'est juste un élément fonctionnel qui sert à nous protéger des intempéries, tandis que le baldaquin, c'est autre chose. Et surtout, avec la question du baldaquin, vous voyez, on va aborder à travers l'architecture une question théologique, vous voyez, celle de l'intercession. Pourquoi dans une religion, eh bien, il y a un intercesseur. Dans la religion chrétienne, pourquoi effectivement on a dû mettre entre les hommes et le Dieu terrible et tout-puissant donc un autre élément, un intercesseur. Et ça va nous aider aussi à comprendre que l'architecture, voilà, avant tout, hein, elle est intercession. Parce que tout comme le Dieu, il est trop terrible, voyez, pour les hommes, hein, le ciel, putain, il est trop terrible pour nous. Et donc, il a besoin, vous voyez, d'avoir un lieutenant, hein, un tenant-lieu, un intercesseur, hein, pour pouvoir nous protéger et non pas nous terrifier. Ensuite, on va aborder la question de la colonne. Et c'est vrai qu'avec la colonne, voilà, on va bien comprendre, hein, cette fois qu'il y a des rapports, disons, des rapports intrinsèques, voilà, vous voyez, entre l'humanité, hein, même l'anthropocentrisme et l'architecture. Hein. C'est pour ça que c'est très compliqué aujourd'hui. C'est pas impossible, bien sûr, mais c'est très compliqué. En tout cas, quand on aborde, vous voyez, une architecture d'après la mort de l'homme, il faut bien comprendre hein, qu'à la base, l'architecture, au contraire, elle est totalement liée hein, à l'impérialisme humain. Voilà. Donc, nous allons revenir là-dessus. Et puis, enfin, un autre élément, alors celui-là, vraiment, vous allez me dire, mais où t'es allé chercher ça hein, c'est les toilettes, les WC. Donc, hein, c'est vrai que c'est un truc on n'y pense pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quand même très très peu d'architectes qui se posent la question c'est quoi des toilettes, c'est vrai. Hein, mais c'est très important parce que, comme me l'a dit, enfin, j'avais fait une discussion préalable avec Marion Waller et puis Estelle Sabatier. Et c'est vrai qu'Estelle Sabatier m'a dit, mais c'est bien parce que finalement, à la fin, là, vous revenez sur le sol avec cet élément. C'est vrai que, voilà, les toilettes, en tout cas, hein, quand on va déféquer hein, dans son WC tout blanc, eh bien, on a un rapport voilà, essentiel au sol. Hein, et c'est ça que je vais essayer de développer cette année. Le sol. Bon, avant de commencer, je vais raconter une histoire. Hein, c'est une histoire, je pense, qui n'a pas beaucoup de sens, mais peut-être elle aura du sens à la fin du cours. Ou pas à la fin du cours, mais elle va nous accompagner pendant le cours. C'est quand j'étais petit, donc dans la maison de mon grand-père, donc je sais pas, je faisais des trous, je faisais des tas de trucs, et lui il en avait assez. Et donc il m'avait dit, bon écoute, tu vas pas faire des trucs devant l'allée, tu vois, devant la maison, dans l'allée. Tu vas faire des trucs. Bon, c'était dans le midi, donc la maison elle était c'était un terrain en terrasse, voilà, donc et la maison c'est une sorte de cube comme ça, enfin du début du XXe siècle, avec un toit pyramidal. Et mon grand-père m'a dit, voilà, tu ne vas pas faire des trucs dans l'allée, mais tu vas
je te donne cette planche, parce que là-bas, les terrasses, on appelle ça des planches. Et là, tu fais ce que tu veux. Bon, donc j'étais sur ma planche. Bon, je n'allais pas tout traiter, parce que, bon, elle n'était pas très grande, mais à mon échelle, c'était assez important. Je n'allais pas tout traiter. Mais donc, j'ai pris une petite parcelle de terre, qui était avec de l'herbe. Et puis, j'ai voulu la rendre propre. C'était mon obsession. Il fallait que ce soit propre. Là, il y avait je ne sais pas quoi, des insectes, des tas de trucs, des vers, je ne sais pas quoi. Donc, j'ai d'abord enlevé les pierres. Après, j'ai commencé à faire la chasse aux insectes. Après, j'ai enlevé toute l'herbe, voilà, j'étais super content. Et après, j'ai trouvé des marteaux dans la cave, j'ai tapé pour aplanir. Et enfin, je suis arrivé à avoir une surface parfaitement horizontale. Et là, un moment c'était, disons, le bonheur complet. Et puis, tout d'un coup, il a plu, un orage, et il n'y avait que de la boue. Voilà. Le sol. Voilà, le sol, c'est vrai que je vais commencer par le considérer, vous voyez, comme justement une sorte de palimpseste, vous voyez, donc une sorte de manteau d'arlequin, hein, donc avec des surfaces complètement différentes, des surfaces plantées, des surfaces, disons, de terre non traitées, des surfaces planes. Et c'est vrai qu'on peut, voilà, on peut le considérer, hein, donc, comme un palimpseste, parce qu'en plus, il y a toujours des couches. Le sol, c'est jamais une simple membrane, c'est jamais une simple surface. Hein. Il y a toujours des strates, hein, il y a toujours des couches sous la couche, et sous la couche, et sous la couche. Voyez. Et donc, c'est comme ça que j'aimerais commencer le cours, voyez, par cette idée de palimpseste. Voyez, essayer de découvrir, hein, donc, des couches, voilà, sous la couche. Et je trouve que vraiment, le bâtiment dans lequel j'ai compris ça, que d'abord qu'on pouvait faire de l'architecture ou de la réhabilitation de bâtiments uniquement en traitant les sols, mais aussi hein, qu'on pouvait avoir des sols très différents. Il fallait se laisser aller, vous voyez, tous les sols sont possibles, si vous voulez. Vous voyez. Alors, bien sûr, il peut y avoir des sols parfaitement nets, on va le voir, mais il peut y avoir des sols avec des sols recouverts de flaques d'eau, de flaques de pluie, hein, parce que sur ces sols recouverts de flaques d'eau, de flaques de pluie, eh bien, tout d'un coup, on voit le ciel, vous voyez. Donc, ça enrichit hein, donc, complètement l'idée originelle qu'on a du sol, hein, une matière totalement inerte. Voilà, et ce projet, donc, c'est la fonderie Barbery, donc c'est une fonderie du XVIe siècle à Olot, en Espagne. Hein, donc, bon, Olot, c'est une petite ville au-dessus de Barcelone, mais c'est aussi une petite ville culturelle. J'étais surpris en y allant, parce qu'il y a une école d'art, il y a eu beaucoup d'industrie textile, et puis il est resté beaucoup de design textile. Et puis la ville donc, est très bien dessinée. Et là, cette fonderie, en fait, elle était importante parce que, bien sûr, les fonderies, si vous voulez, en Espagne, bon, c'est lié à la Reconquiste, c'est-à-dire que voilà, quand les chrétiens sont revenus, hein, donc ils ont construit des clochers, et ils ont construit des tours, et sur ces tours, là, pour se lutter contre les minarets donc, contre le muezzin, hein, ils ont mis des cloches, ils ont fondu des cloches. Voilà. Et donc c'est une ancienne fonderie hein, dans laquelle se sont installés les architectes de RCR en 2008. Hein, ce sont des grands architectes espagnols qui ont eu le Pritzker Prize, donc c'est le prix Nobel d'architecture. Là, vous voyez, bon, c'est un plan, on n'y comprend rien. En fait, c'est le plan en haut, c'est le plan du premier étage. En bas, c'est le plan du rez-de-chaussée. Voilà, mais enfin, on comprend pas, parce qu'ils travaillent comme ça, d'une manière très, finalement. Voilà, ils ont toujours inspiré par Soulages, le peintre. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait le musée Soulages hein, en France, dans le sud-ouest de la France. Hein, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup regardé ce peintre, parce que voilà, chez Soulages, vous voyez, il y a un travail voilà, avec la peinture comme une matière tellurique, vous voyez, c'est comme de la terre ou des excréments voilà, qu'on étale sur une toile, vous voyez. Et donc, chez eux, il y a ça. Vous voyez, hein, on va voir aussi, effectivement, la relation entre le sol, le marquage au sol, et puis l'animalité. Mais chez eux, il y a ça. Hein.
une architecture de sol. Et quand on prend une feuille de papier, on va voir qui est aussi peut-être un substitut du sol, eh bien, on étale, vous voyez, donc, une matière sombre, et puis on détermine les espaces. Alors, vous voyez, à droite, donc, ce sont les bâtiments qui sont sur la rue. Le bâtiment le plus clair, en haut à gauche, est un gigantesque entrepôt, où on fondait les cloches. Et puis ensuite, en bas à gauche, je crois qu'il y a marqué E dessus, c'est un petit pavillon, on va le voir tout à l'heure, c'est le pavillon, je crois, il s'appelle ça le pavillon de la pensée, mais qui est extrêmement intéressant, percutant, questionnant. Voilà, c'est quand on rentre. Hein, qu'est-ce qu'on voit, voilà. On voit, vous voyez, plusieurs états du sol, vous voyez, hein. On voit des bordures en pierre, et on voit des cloches, bien sûr, puisque c'était une ancienne fonderie. On voit des feuilles mortes qui se sont déposées sur ce sol et qui n'ont pas été retirées. Et donc tout de suite, vous voyez, hein, on est placé dans cette question du sol palimpseste, de sol comme d'une superposition de couches. Il y a des couches et des couches. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la fonderie. Bon, c'est vrai, j'ai pris que le sol de la fonderie, voilà, parce qu'il y a un sol qui est en béton. Après, il y a un cheminement avec des plaques d'acier, vous voyez, donc on le voit à droite. Et puis au fond, vous voyez, le grand trou, hein, comme la ditone du temple de Delphes, vous voyez, c'est l'endroit hein, donc, où on coulait les cloches, hein, puisque seule la terre, voilà, hein, et son inertie était capable d'absorber hein, la chaleur du bronze en fusion. Hein. Voilà, c'est l'autre partie, l'autre côté de cette fonderie. Donc là, vous voyez, il y a un sol qui est rempli de gravats, toujours les plaques d'acier là, qui marquent un cheminement, et puis un rideau d'acier, hein, de lames d'acier, qui réfléchit la lumière zénitale et la diffuse dans l'espace. Et aussi, c'est un endroit, si vous voulez, où ils font des workshops, ils invitent des jeunes architectes du monde entier pour travailler. Donc, c'est une sorte de gigantesque atelier. Mais tout de suite, vous voyez, on est mis dans l'ambiance. Hein. On est mis dans une mosaïque hein, de sols différents. Et ça, voilà, c'est le pavillon dont je vous parlais, c'est le pavillon de la pensée. Donc, c'est une boîte de verre, vous voyez. Il y a je ne sais pas quoi, des plantes grimpantes le long du mur. Bon, là, c'était au mois de novembre, donc il n'y avait plus de feuilles vertes, il n'y a plus de végétation perceptible. Mais ce qui est trop génial, si vous voulez, c'est que bon, on voit plus la vigne ou je ne sais pas quoi, ou le lierre qui monte le long du mur. Et par contre, les feuilles sont tombées et surtout, on ne les a pas enlevées, quoi. Même sur la table, vous voyez. Et pourquoi on n'a pas enlevé sur la table? Parce que la table, hein, eh bien, c'est quelque part, elle naît du sol, vous voyez. Hein, c'est une enfant du sol. Voilà, nous c'est vrai, en Occident, on est toujours sur des tables, vous voyez. On mange sur une table. Hein, alors que, par exemple, en Orient, par exemple, en Iran, je me rappelle, j'étais allé visiter une petite ville qui s'appelle Marsoulier, puis un mec m'avait accompagné en bagnole, et ce type, on était allé manger au restaurant, et puis il m'avait dit que, voilà, lui, il ne pouvait pas manger sur une table. C'était absolument impensable, quoi. Il fallait qu'il soit assis sur un tapis, mais sur le sol. Il fallait qu'il ait ce contact avec le sol. Alors que moi, je n'arrivais pas à manger parce que je ne pouvais pas supporter de manger à moitié assis, j'ai du mal à me plier, etc. Donc, voilà, vous voyez, il y a cette... il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Voilà. La table, ça vient du sol. Hein. C'est un sol qui se soulève. Hein. Vous voyez d'ailleurs, cette table, en fait, elle disparaît dans le sol. D'ailleurs, c'est vraiment... voilà, ce petit pavillon, il fait la généalogie de la table, hein, vous voyez, parce qu'en fait, c'est une plaque d'acier, hein, comme le revêtement du sol de cette petite salle de réunion, cette petite salle qu'on appelle ça... Il y a des écrans, parce que c'est là où on fait des visioconférences. Cette petite salle de visioconférence, hein, elle marque, quelque part, enfin, elle fait la genèse donc, de la table, et elle explique voilà, hein, comment, à l'origine, on ne se rappelle plus quel dieu, voilà, hein, il a fait sortir la table du sol. Et puis, il nous a différenciés, nous, les Occidentaux, des Orientaux, hein, ceux qui dorment par terre, comme les Japonais, et ceux qui mangent allongés sur des tapis, comme les Perses.
Autre exemple, c'est tout à fait différent. C'est juste un petit insert, hein, c'est la poussada de Santa Maria de Bourreau. Donc, c'est un monastère du XIIe siècle, hein, qui a été restauré par le grand architecte portugais Soto de Moura. Et là, j'étais vraiment sidéré, si vous voulez, parce que, vous voyez, le sol, pareil, donc le sol, c'est un sol dallé, mais il est complètement recouvert de mousse. Et surtout, donc, il y a des orangers, et les oranges sont tombées par terre, et personne ne les a ramassées. Vous voyez. Pour justement marquer voilà, cette superposition, hein, cette superposition de couches. Hein. Ce n'est pas l'inceste permanent, voilà. Ce n'est pas l'inceste en gestation permanente. Voilà, mais revenons chez RCR, donc on a vu les salles du rez-de-chaussée, et puis là, quand on monte à l'étage, donc, enfin on ne le voit pas trop, mais bon, le sol, c'est en béton ciré, donc bien sûr, absolument pas question de venir en talons hauts ou en basket dans cet espace-là, parce que la moindre, vous voyez, la moindre semelle de caoutchouc, le moindre talon, il marquerait complètement ce sol qui doit rester immaculé. Parce que là, justement, vous voyez, c'est un sol, disons, qui est civilisé, qui est humanisé, vous voyez, hein, donc, dans lequel on se détend pour passer à un travail intellectuel. Et donc, c'est un espace qui est complètement différent que celui du rez-de-chaussée. Alors, bien sûr, il y a une influence japonaise, d'ailleurs, ils s'en cachent pas, mais c'est aussi un petit peu la condition, vous voyez, de l'architecte d'aujourd'hui, hein, justement, avec enfin, c'est terrible à dire, même si eux, effectivement, ils sont inscrits hein, complètement dans un site, vous voyez, ils sont pas... Alors, ils ne sont pas dans une grande ville, ils ne sont pas à Barcelone, ils ne sont pas à Paris, ils ne sont pas à Madrid, hein, ils sont à Olot, la petite ville dont j'ai parlé. Donc, ils sont vraiment inscrits dans un territoire. Mais malgré tout, vous voyez, leur pensée, quelque part, elle est totalement globale, hein, mondialisée. Hein, parce qu'effectivement, il y a autant de références, il peut y avoir autant de références au Japon, hein, un pays qu'ils ont visité, qu'ils ont analysé, et comme qu'il peut y avoir de références donc, à l'architecture vernaculaire, traditionnelle hein, de cette région donc, des Pyrénées espagnoles, cette région de volcans. Voilà, autre exemple, toujours de RCR, c'est la maison Horizon. Donc ça, c'est pareil, pour entrer là-dedans, il faut se déchausser. Impossible d'y aller avec des chaussures, parce qu'on ne peut pas marquer. Vous voyez, c'est ça qui est fou. Voilà, c'est de l'acier, d'accord, ok. Donc tu peux faire ce que tu veux, ça durera des années. C'est pas comme la brique ou la terre cuite ou le parquet. Non, c'est de l'acier. Mais en même temps, il est fragile parce qu'il peut se salir. Donc si tu veux rentrer, eh bien, tu es obligé de te déchausser. Et pourtant, vous voyez, c'est un sol en acier, ok, un acier ciré. Tout est en acier, de toute façon, la structure, le plafond, tout est en acier. Et par contre aussi, vous voyez, on voit que les sols sont différenciés, qu'ils sont différenciés. Voilà, l'âtre de la cheminée, il est vraiment au niveau hein, de la plaque d'acier. On voit le bois qui a plus ou moins brûlé, hein, qui est vraiment au niveau du sol. Rien ne le sépare hein, par un emmarchement ou une quelconque différence de niveau hein, du sol qui est foulé hein, par les occupants du bâtiment. Et ensuite, vous voyez, on voit donc, à droite la terrasse qui s'ouvre. Hein, et cette terrasse qui s'ouvre, elle s'ouvre sur un plan d'eau, et le plan d'eau, il arrive pratiquement au niveau hein, du sol. Il n'y a pas de menuiserie. Bon, ça, c'est une chose qui permet justement, vous voyez, de montrer hein, que ce n'est pas une architecture de façade, hein, mais c'est vraiment donc une architecture de sol. Et là, vous voyez, vous avez une grande rainure, enfin un peu à droite, là, sur le sol, et puis au plafond. Et cette grande rainure, donc, elle permet un mur de verre, enfin une épaisse paroi de verre, de coulisser, hein, de rentrer ensuite dans le mur en acier du couloir, mais sans aucune menuiserie. C'est vraiment un diaphragme hein, pour que tout soit bien dit que, voilà, ce qui est important, hein, c'est le sol. Hein. C'est déterminer un sol. Voilà. Un sol pratiquement où on peut s'asseoir, parce qu'il est parfaitement propre. Il n'est pas souillé hein, par des chaussures qui ramèneraient de la poussière de l'extérieur. Et tout est fait, vous voyez, pour préserver ce sol. Et surtout, il n'y a pas de cloison
il n'y a pas de mur. Bon, c'est vrai qu'il y a des rétrécissements avec le couloir, mais toutes les pièces sont totalement ouvertes au sud, à droite, comme au nord, à gauche. Voilà, ça c'est le plan d'eau qui s'ouvre complètement, qui creuse complètement le paysage. Voilà, c'est le principe, c'est vraiment avoir... vous voyez, toutes les barres comme ça correspond à des pièces. Donc, à droite, c'est des chambres des enfants, à gauche, c'est la chambre des parents, et puis au centre, donc, c'est les autres pièces, le séjour, la cuisine et la salle à manger. Et là, c'est le plan. Et le plan, c'est ça qui est intéressant, si vous voulez, vous voyez, c'est que voilà, c'est pas uniquement la maison. Vous voyez, c'est la maison et l'extérieur. C'est aussi la piscine, c'est aussi le traitement des espaces extérieurs. Parce qu'en fait, ce bâtiment, il se situe donc entre les champs et un potager, donc sur un dénivelé, et il vient s'encastrer dans le dénivelé, et il assure la couture, si vous voulez, voyez, entre les deux plateaux, qui sont aussi des sols totalement différents, puisque dans le champ, bien sûr, il y a du blé, et puis dans le potager, donc il y a des légumes, et puis des animaux, et puis à l'articulation, donc, vous voyez, profitant, colonisant donc ces sols fertiles, l'habitation. Voilà, c'est la coupe, on voit le dénivelé. Bon, on voit pas très bien, je sais bien, mais bon, c'est pas grave. Enfin, celle du bas, regardez-la bien parce que on voit au milieu le couloir, et puis en dessous, c'est la chambre des enfants, puisque le couloir donc traverse la chambre des enfants. Bon, là encore, c'est pareil, c'est une maison où il n'y a pratiquement pas de fermeture. Vous voyez. Là, je crois qu'il y a une fermeture pour les toilettes, mais j'ai visité, j'aurais pu la montrer aussi, une maison qu'ils ont faite aussi, où il n'y a même pas de porte pour les toilettes. Tu vois. Il n'y a que des plateaux comme ça, et il n'y a aucune séparation, il n'y a aucune cloison, et il n'y a aucune porte, si ce n'est la porte d'entrée. Voilà, c'est la construction. Pour ceux qui le connaissent, ils vont reconnaître le musée. Le musée Soulages, pardon, donc dans le sud de la France, parce qu'il a exactement la même position dans le paysage. Et là, vous voyez, c'est un bâtiment là, qui fait l'articulation entre deux types de sols, et ce bâtiment, c'est avant tout des sols. Voilà. Vous voyez, ça, c'est l'évier. Voilà, avec le robinet, il n'est pas sur l'évier, mais il vient, on le voit, c'est le petit machin qui est dans le plafond. Ça, c'est l'évier de la salle de bain de la chambre des parents. Et c'est pareil, l'évier, c'est un plan d'eau, vous voyez, qui est superposé. Voilà, quelque part, c'est pareil. Voilà, quand on est devant son lavabo le matin, et qu'on se regarde dans la glace et qu'on pense être président de la République, il faut surtout penser que l'évier, finalement, quelque part, c'est quelque chose qui est soulevé du sol. Vous voyez, comme l'endroit là où boivent les animaux. Donc c'est un truc qui est soulevé du sol. Voilà, c'est le couloir dont je parlais tout à l'heure. C'est un couloir qui est ajouré et qui permet aux parents... Il y a un côté un petit peu... Il y a un côté totalement carcéral, il faut bien le dire, voilà. Donc c'est le couloir des parents, et les parents, ils peuvent voir et entendre, parce qu'il n'y a pas de vitrage, ils peuvent voir et entendre ce que font les enfants. Et ça, c'est la chambre des enfants. C'est vraiment une cellule, en fait. Donc, au fond, c'est le bureau. Là, la grande verticale à gauche, c'est l'escalier qui permet de rejoindre le couloir. Et les marches devant le bureau, en lévitation, en fait, c'est le lit, quoi. Parce que le lit est dans le sol. Il n'est pas indépendant. Ce n'est pas un meuble qui est posé sur le sol. Non, pas du tout, c'est pas ça. Tu n'as pas compris. Là. Non. C'est le sol qu'on tire. Tu tires le sol et tu peux te coucher dedans, dans le sol. Bon, quand j'y suis allé, ça ne marchait pas très bien, et ils n'ont pas été capables de l'ouvrir. Voilà, autre exemple, toujours de RCR, c'est une villa, enfin toute une ferme. Voilà, villa, c'est avec un seul L, ça s'appelle La Villa, voilà. C'est une ferme qu'ils ont rachetée récemment, voilà, pas très loin de Lot, et où ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, parce qu'ils sont c'est ça qui est fabuleux chez eux, parce qu'ils sont ils ont beaucoup de projets, mais surtout des projets un peu associatifs, des projets culturels, voilà. Et c'est vrai que c'est une agence d'architecture qui parvient, vous voyez, à remédier un petit peu à la faiblesse des pouvoirs publics, parce qu'il n'y a pas grand-chose à Olot,
Et c'est vrai qu'eux, donc, ils arrivent au moins tous les ans, donc, enfin même plusieurs fois par an, enfin en tout cas, pour l'instant, tous les ans, dans leur atelier, à faire venir des architectes du monde entier, parce qu'il y a des étudiants, mais aussi des architectes. Et là, ils veulent encore changer d'échelle complètement, et puis avoir des séminaires, faire venir des gens du monde entier. Et vous voyez, la démarche, on pourrait la résumer à ça. Voilà, hein. On fait des sols, et après, on amène la foule. Voilà. Donc là, ça, c'est le bâtiment. Bon, voilà, et surtout, vous voyez, déjà ça, c'est une ferme, donc il y a plusieurs dépendances. Là, il y a une grange. Et surtout, vous voyez, il y a des sols déjà qui ont été traités comme ce magnifique sol circulaire, pavé, vous voyez, hein, qui servait, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, quand on ramasse la récolte, tout ça, qu'on enlève les grains du blé, etc. Donc ça servait à ça. Et ça, c'est les interventions qu'ils ont faites. Mais les interventions qu'ils ont faites, elles sont très minimes. C'est par exemple, avant qu'ils achètent cette ferme, elle appartenait à un mec, il voulait faire une piscine. Ils lui ont dit non, tu ne vas pas faire une piscine. En tout cas, si tu fais une piscine, tu vas faire un truc comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, une sorte de bassin qui est plus là pour capter les eaux du ciel et puis mettre en scène donc, le corps de ferme, plutôt que simplement barboter dans l'eau avec sa bouée. Voilà. Ça, c'est la forêt autour, avec une intervention artistique qu'ils ont faite eux-mêmes. C'était un projet qu'ils avaient présenté, je crois, en 2018 à Venise. Moi, à Venise, j'avais trouvé ça complètement nul, et là, c'est absolument incandescent, parce qu'on a vraiment l'impression que... Vous voyez, c'est comme la rosée ou la buée ou le brouillard, quand on a l'impression qu'il sort du sol. Hein, et là, c'est exactement la même chose, c'est complètement sidérant. Et pourtant, c'est des disques de plastique, comme des DVD, vous voyez. Mais l'effet est totalement sidérant. Voilà, pour terminer cette séquence, des images des films de Tarkovsky, parce que, putain, s'il y a des architectes qui rentrent en correspondance avec l'univers de Tarkovsky, c'est eux, quoi, c'est clair. Vous voyez, ça, c'est Stalker. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a des pierres, il y a de l'herbe, il y a de l'eau qui réfléchit le ciel. Voilà, c'est pareil encore, donc il y a des caillebotis métalliques. Vous voyez, le sol, comme ça, est composé de plusieurs couches. Il y a de la boue, comme dans mon jardin. Vous voyez, il y a aussi donc, une flaque d'eau, encore, là, qui réfléchit la lumière. Et là, bon, encore, c'est des rails au-dessus de l'eau. Ou là, encore pareil, notre autre film, Andrei Roublev, vous voyez, la fonderie de cloches, là, c'est la séquence la plus sidérante de ce film, une des plus belles séquences de cinéma. Ou là encore, pareil, encore un truc pas possible, c'est l'enfance d'Ivan, voilà, vous voyez, pour envoyer aux oranges et aux feuilles mortes là, qui étaient jetées sur le sol. Bon, ça, c'est une image complètement surréaliste, hein, c'est le rêve d'Ivan, hein, c'est un enfant un enfant soldat qui lutte contre les nazis. Et voilà, il y a ce rêve. Et de toute façon, dans le film, c'est pareil, c'est que des sols. Il est toujours dans la boue, en train de ramper, d'échapper au regard des autres. Et là, son rêve, voilà, c'est un sol sans boue, voilà, avec des pommes et des chevaux qui mangent des pommes. Téménos, voilà, Téménos, voilà, le Téménos, si vous voulez, c'est un truc, c'est l'espace sacré, vous voyez, donc, hein, dans l'Antiquité. Le mot est grec. Hein. Le Téménos, c'est simplement, voilà, c'est découper une parcelle d'espace, parce que j'avais fait peut-être dans mon jardin, découper une parcelle d'espace et dire que, putain, là, c'est sacré. Donc, tu ne peux pas rentrer comme tu veux. Déjà, c'est un espace réservé, un espace sacré. C'est un espace plutôt horizontal, plutôt plat, hein, dans lequel on pose des éléments pour les cultes. Donc des hôtels, hein. Mais aussi, si vous voulez, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que bon, c'est le degré zéro, hein, de l'espace sacré qui après effectivement a donné le temple grec. D'ailleurs, le temple grec, même templum en latin, oui, c'est la même racine que téménos, hein, c'est la même chose, parce que ça vient de découper un espace, hein, de séparer un espace du reste. Hein. Voilà. Et en plus, dans ce téménos, à l'origine, avant qu'on mette des dieux, enfin, avant qu'on les dédie, voilà, je ne sais pas à qui, à Zeus, à Héra, à Athéna, voilà, ils étaient dédiés à un dieu, voilà, un dieu du sol, hein, Trophinos. C'est-à-dire que l'espace, il existait en lui-même. Hein, c'était un sol découpé, et il était dédié
au dieu du sol, Trophinos. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les prêtres de ce dieu du sol? Ils s'allongeaient par terre, souvent près d'un trou qui mettait en relation cet espace sacré avec les entrailles de la terre, et ils incubaient, vous voyez, ils incubaient toutes les vibrations de la terre, vous voyez, pour trouver donc la parole prophétique. Merde. Voilà, excusez-moi. Un prêtre de Trophinos dans Paris. Autre exemple, la Villa Malaparte, qui est elle aussi donc un télénos, c'est un simple espace plan, un simple espace préservé, un simple espace horizontal qui est posé comme ça donc sur les paysages, sur des montagnes très acérées. Et c'est d'autant plus fascinant ce bâtiment, c'est que, si vous voulez, Capri, c'est vraiment une île, déjà la forme de l'île. Je pense qu'on devrait peut-être faire des recherches uniquement sur les formes du paysage, parce que c'est vrai que voilà, il y a des paysages qui semblent prédestinés. Vous voyez, par exemple, à Priene en Grèce, la colonie, pas en Grèce, mais en Turquie, donc la fondation grecque, c'est sûr que la ville, elle pouvait être que là, pas ailleurs, quoi. Et pas forcément pour des... Oui, bien sûr, il y avait la mer pas loin, mais surtout à cause de la forme du paysage et du rocher qui dominait la ville. Et là, c'est pareil. Donc à Capri, donc l'île, elle est comme ça. Elle est sidérante. Quand on la voit une fois, quoi. On ne l'oublie pas. Et dans cette île, c'est vrai qu'il y avait des tas de cultes de la terre. Vous voyez, des divinités beaucoup plus anciennes que les divinités grecques ou les divinités romaines. Et donc, vous voyez, on ne peut pas voir, voilà, disons, cette maison, voilà, hors de ce contexte, voilà, vous voyez, un simple plateau, donc, voilà, qui attend son autel pour le sacrifice, voilà, un escalier, voilà, qui monte. Vous voyez, l'escalier, il a rien d'un escalier de service qu'on emprunte pour monter à une terrasse. C'est vraiment un escalier totalement monumental. Mais la monumentalité, c'est vrai qu'elle est parfaitement gérée, parfaitement réglée, parce qu'effectivement, comme c'est une forme trapézoïdale, vous voyez, on commence à l'échelle domestique, et puis quand on arrive en haut, là, oui, on arrive donc à l'échelle monumentale. Et c'est vrai que cet escalier, donc, il fait la transition entre l'espace laïque et l'espace sacré. Voilà l'escalier, qui commence doucement, et on finit ensuite donc, face à la mer, sur une horizontale, parce que c'est peut-être le thème que je développerai tout à l'heure, parce que c'est vrai que, voilà, comme j'ai parlé de la table, si vous voulez, c'est l'horizontale qui nous permet de faire des choses. Voyez. On ne peut pas vivre dans la pente, c'est pas vrai, excuse-moi Paul Virilio, c'est pas vrai. Il faut une horizontale, il faut pouvoir se poser, il faut pouvoir poser une table pour pouvoir vivre, pour pouvoir recevoir des gens, pour pouvoir parler, pour pouvoir se mettre en scène. Et là, vous voyez, toute cette dramaturgie, voilà, elle surgit ici, voilà, dans un paysage de rochers acérés, voilà, un plateau, un plan libre avec Brigitte Bardot. Autre exemple, c'est un mec qui a beaucoup regardé la maison Malaparte donc de Libera à Capri. C'est l'architecte espagnol Alberto Campo Bézard. C'est vrai qu'il a fait... Mais c'est presque plus fort, finalement, parce que voilà, lui, c'est un simple plateau, comme ça. Donc, enfin, il y a aussi des éléments un peu comme l'élément qui cache un petit peu là, dans la maison Malaparte. Enfin, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Mais simplement, ce qui est plus fort ici, je trouve, c'est que l'escalier, il permet d'entrer ensuite dans la maison. Et ce qu'on comprend, c'est que finalement, le sol, c'est un espace servant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne monte pas de la maison à la terrasse, ou la terrasse, ce n'est pas un attribut de la maison, mais c'est la maison qui devient subordonnée à la terrasse, si vous voulez. Parce qu'on peut vivre complètement sur la terrasse. Simplement, quand il pleut, voilà, on descend ensuite se réfugier dans la maison. Et d'ailleurs, comme il me l'a dit, voilà, moi je fais des maisons comme des bateaux. Voilà, et sur cette maison,
on vit, voilà, comme sur le pont d'un bateau. Alors, donc c'est l'idée, vous voyez, vraiment de sol servant. On habite dans l'horizon, on habite face à la mer. Enfin, face à la mer, je crois que ça va très bien l'hiver, mais l'été, avec les touristes, c'est pas tout à fait la même chose. Et avec les immigrés, parce que là, on est très proche de l'Afrique, c'est le point le plus proche de l'Europe et de l'Afrique. Donc il y a constamment des flux et des flux. Mais voilà, vous voyez, l'idée, c'est vraiment donc d'avoir un grand espace ouvert, voilà, ouvert sur la mer. Quelque part aussi, peut-être que ça qui est fou quand on regarde l'image, c'est que peut-être que l'horizon marin, il ne serait pas l'horizon marin sans la maison. Voilà. Il est permis. C'est elle qui est le cadre, c'est elle qui nous permet de le voir. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle la maison horizon. Voilà, donc elle est creusée, donc il y a un petit amphithéâtre là où on peut s'asseoir pour discuter ou pour faire tout ce qu'on veut, des petites représentations, j'en sais rien. Il y a un bassin, une piscine, et puis il y a l'escalier qui descend. Voilà, Tarifa, donc le point d'Espagne et d'Europe, le plus proche de l'Afrique, et donc un espace complètement ouvert. Et la maison, quelque part, elle répète, mais aussi elle permet à cet espace complètement ouvert d'être compris, d'être vu, d'exister, d'être vécu. Voilà. C'est une construction en béton et après qui est complètement recouverte de pierre, de marbre, parce que pas très loin, il y a aussi une fondation, des ruines d'une ville romaine, c'est le même marbre qui a été récupéré. Et vous voyez comment la maison donc, vient épouser le sol. L'escalier, quelque part, que je vous ai montré tout à l'heure, il correspond donc à la pente. Et puis ensuite, donc, les espaces de vie. Donc, au premier étage, c'est les espaces, les séjours, la cuisine, un grand atrium éclairé par la petite lumière zénitale. Et puis, au rez-de-chaussée, directement ouvert sur la plage, c'est les chambres, mais qui s'organisent un petit peu d'une manière un peu monacale. Vous voyez, il y a une sorte de cloître avec de part et d'autre les chambres. Voilà, autre exemple d'Alberto Campovisa, c'est la Casa Moliner. Bon, celle-là, elle est vraiment intéressante parce que voilà, déjà ici, avec l'enchaînement des images là, on voit tout de suite, vous voyez qu'il y a des correspondances entre les deux projets. Même si ça, c'est une maison plus traditionnelle puisqu'elle a des étages, tandis que l'autre c'était vraiment donc un plateau qui s'ouvrait vers la mer. Là, c'est le grand espace de séjour, mais vous voyez, il est complètement dilaté. C'est comme si, vous voyez, on avait une maison, et puis on avait reculé les murs pour agrandir. On avait reculé les murs du rez-de-chaussée pour agrandir l'espace et faire entrer la lumière. Voilà, donc c'est un grand vide, un sol, voilà, donc là aussi très travaillé, vous voyez, en pierre, en marbre, avec aussi des plans d'eau, et qui s'ouvre donc complètement. Enfin, il s'ouvre complètement. C'est ça qui est très intéressant, c'est que voilà, je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, dans le télémos, il y a à la fois, oui, merci, à la fois l'idée d'espace, de sol, donc de sol horizontal, mais il y a aussi l'idée d'un espace disons, fermé, d'un espace hiérarchisé, parce que tout le monde ne peut pas y rentrer. Le propre du sacré, c'est justement tout dans le sacré voilà, correspond, vous voyez, donc, à cette fermeture. Une fermeture qui peut être effectivement opérée par un mur ou par un sillon, vous voyez, ou un fossé. Voilà, vous voyez. Et là, c'est pareil, vous voyez, donc le télémos, donc, il s'ouvre complètement, mais par contre, il y a un mur qui sépare totalement la maison du contexte. Vous voyez. Le contexte, pour lui, c'est sans intérêt. Et là, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Il a fait plusieurs maisons du même type, des maisons socles, comme la maison de l'Infini, il en a fait plusieurs. Et puis là, des maisons de ce type-là, il en a fait plusieurs aussi. Bon, celle que j'ai visitée, c'est pas celle-là. C'est vrai qu'il y avait une échancrure dans le mur qui permettait de voir le paysage, mais de sélectionner aussi, voilà, toujours... De séparer, de sélectionner ce qui dans
ce qui devait être vu dans ce paysage. Là, non. C'est vraiment un grand horizon blanc, un grand plateau blanc, vous voyez, parfaitement lisse. Vous voyez, il n'y a pas de marche entre intérieur et extérieur. C'est vraiment un espace totalement appropriable. C'est la partie vie de la maison. Et là, maintenant, c'est ce schéma. C'est ce schéma, je dois dire que là, vraiment, j'ai dit un gros mot, mais je n'ai pas envie de le dire, mais enfin, bon, il m'a vraiment étonné quand il m'a fait voir ce dessin, quoi, parce que, voilà, ça c'est le dessin qui explique la maison. Alors, vous voyez, il y a trois parties. Donc, il y a le rez-de-chaussée, donc le téléboss, si on veut, voilà, c'est l'espace de vie. Au-dessus, donc, il y a une crypte, et puis en dessous, il y a un autre espace qui est lui aussi très différent. Et si vous voulez, les trois espaces, c'est ça. Il y en a un, c'est rêver, l'autre, c'est vivre, donc l'espace ouvert, c'est vivre, et le dernier, c'est mourir. Vous voyez. Et c'est ça qui est fou. Je ne sais pas s'il a fait voir ce dessin à son client, parce qu'en fait, voilà, il a dit, voilà, très bien, je te fais ta maison, tu vois, elle va être super bien. Et donc, tu vas vivre au rez-de-chaussée. Bon, tu vas pouvoir monter quelquefois en haut, mais pas trop, parce que c'est le ciel, c'est ta bibliothèque, tes enfants n'y auront pas accès. Et puis ensuite, en dessous, eh bien, c'est les chambres, tu vois. Et pourquoi je les ai mises en dessous, comme dans un tombeau? Parce que n'oublie jamais, même si tu es mon client, que quand tu dors, tu meurs. Quand tu t'endors, tu meurs. En tout cas, tu fais l'apprentissage de la mort. Voilà, vous imaginez ça, dire ça aujourd'hui à un client? Bon, ok, il l'a dit. Non seulement je ne sais pas s'il a dit, enfin en tout cas oui, je pense que oui. Et voilà, il a fait la maison, donc voilà, dans la crypte, donc les chambres. Là, il y a 2 chambres, mais celle que j'ai visitée était plus grande, il y avait les chambres des enfants. Et les chambres sont éclairées par des patios. Ensuite, vous voyez le grand espace horizontal, complètement ouvert. Et puis au-dessus, donc l'espace de la bibliothèque. Qui est ouvert sur le ciel. Vous savez qu'il aurait pu s'ouvrir sur le ciel, mais enfin, il s'ouvre latéralement uniquement au nord. Et là, vous voyez, on voit que voilà, la maison, elle est complètement enclavée. Voilà, parce qu'il y a cette idée d'enclave, de toute façon, dans le Téménos. C'est vraiment, on découpe une partie du territoire et on la réserve à quelque chose. Et surtout, on dissocie voilà, ce qui est de l'ordre du profane et ce qui est de l'ordre du sacré. Voilà. Et là, effectivement, cette dissociation, eh bien, elle est appliquée donc à l'habitation. Voilà, là c'est la bibliothèque en haut. Là c'est le plan. Là on voit, si vous voulez, les zones grises de part et d'autre, c'est les patios qui éclairent donc les chambres. Là c'est l'autre couple où on voit effectivement comment les chambres sont éclairées. Et là donc c'est le plan des chambres en bas. La trame. Voilà, comme je vous l'ai dit, si vous voulez, le sol, bon, c'est à la fois effectivement un palimpseste, c'est à la fois donc un téménos, c'est une découpe, donc un espace qui est découpé, qui est sorti de son contexte, mais ça peut être aussi une trame. Parce que finalement, le rêve de l'homme, peut-être, c'est d'arriver, enfin on va le voir tout à l'heure, mais c'est d'arriver à avoir voilà, un espace qui est totalement horizontal, quoi. Et en plus tramé. Un espace, voilà, un espace totalement rationnel, et dans lequel, effectivement, tous les actes, quelque part, eh bien, ils peuvent obéir à certaines règles, à certaines règles humaines. Moi, je fais une extrapolation, mais c'est vrai que je me rappelle très bien du livre de Raymond Roussel, là, qui s'appelle Locus Solus. Et lui, dans comment j'ai écrit certains de mes livres, il disait, voilà, Locus Solus, et Locus Solus c'est un livre comme ça, où c'est des jeux de langage, et ces jeux de langage, ils produisent donc des histoires totalement improbables. Voilà. Et lui, il expliquait que, voilà, Locus Solus, comment j'ai écrit certains de mes livres, Locus Solus, il ne faut pas trop réfléchir, c'est Logicus Solus, c'est-à-dire c'est une sorte de sol logique. Et dans ce sol logique, le sol logique là, pour l'écriture, c'est le langage, eh bien, on peut développer, vous voyez, donc, toutes sortes d'histoires. Et c'est pareil, vous voyez, pour le sol tramé. Donc, c'est un sol qui permet donc, l'existence de toutes sortes de personnages. Voyez. Là, par exemple, bon, vous allez me dire,
l'existence de tout ce personnage, mais c'est un homme et une femme. C'est pas n'importe quel homme et n'importe quelle femme. D'un côté, il y a un ange qui appartient au paradis, et puis de l'autre, il y a une paysanne. Qu'est-ce qui les lie, les deux, quoi? C'est impossible, quoi. C'est ce sol, hein, c'est ce sol d'allée qui, en plus, vous voyez que la perspective, il tend à s'étendre à l'infini, hein, qui fait en sorte que, voilà, tous les jeux de langage qui sont permis par la culture, et bien quelque part, ils prennent corps, voilà, vous voyez, hein, sur ce sol, hein, orthogoné, voilà, orthonormé, qui s'étend jusqu'à l'infini. Voilà. Autre exemple, hein, là, la trame, elle est encore plus nette, plus forte, hein, d'Annonciation, toujours, voilà, l'ange Gabriel et la Vierge Marie. Voilà, deux personnages totalement improbables, un petit peu comme l'image surréaliste là, de Lautréamont, quand il parle de la rencontre fortuite du parapluie et de la machine à coudre sur la table de billard. Là, c'est pareil, donc, hein, c'est la rencontre fortuite d'un ange et d'une paysanne sur un sol tramé. Là, tramé, là, c'est tintoré, le lavement des pieds. Et on voit, voilà, c'est ça qui est assez fou, voilà, ça donne un contexte, vous voyez, parce que dans la peinture gothique, donc, il y aurait eu plusieurs petites cases. On aurait vu un mec en train de se déchausser, un autre en train de se faire laver les pieds, un autre en train de se rechausser, en train de manger. Là, non. Vous voyez, le sol, hein, ça fait une sorte d'espace continu, voilà, hein, dans lequel toutes ces actions eh bien, peuvent avoir lieu en même temps. Ou encore plus dément, ça c'est vraiment la crucifixion. Voilà. En général, bon, la crucifixion, quelque part, c'est le Golgotha, c'est sur une colline. Là, non, pas du tout, quoi. Hein, c'est sur un sol. Voilà. Et c'est pas n'importe quel sol, puisqu'effectivement, dans la légende dit hein, que à l'endroit du Christ l'endroit où le Christ est crucifié, c'est la tombe du premier homme, la tombe d'Adam. Et donc c'est pareil, il n'y a pas de colline, mais il y a un sol, et ce sol, donc, il est composé hein, de plusieurs couches. Voilà hein, le rêve absolu de l'humanité. Voilà. Hein, c'est Super Studio, hein, une super surface de Super Studio, ça, c'est un déplacement de A vers B. Voilà ce qu'on veut. Enfin, voilà ce que je voulais moi aussi quand j'étais petit, je n'ai pas osé le dire. Je ne savais pas le formuler, mais c'est ce que je voulais. Voilà. Je ne connaissais pas Super Studio, mais voilà, c'est ça. Un sol, voilà, parfaitement horizontal, parfaitement plat. On peut faire ce qu'on veut. Où tous les actes de la vie hein, sont possibles. Naître, mourir, manger, avoir des relations amoureuses, tout est possible. Travailler, voilà, tout est possible sur ce sol. Voilà, parce qu'on peut déplacer des tables, on peut déplacer des chaises, on peut faire venir des automobiles, des voitures. Et quelque part, vous voyez, le monde d'aujourd'hui, il ressemble à ce sol, parce qu'effectivement, il y a des autoroutes partout, il y a des TGV. Bon, bien sûr, c'est pas tout à fait comme ça, parce que là, quand même, malgré tout, vous voyez, il y a quand même des montagnes encore qui sont exclues hein, de ce territoire humain, ou qui délimitent ce territoire humain. Mais c'est vrai que cette image-là, c'est quelque part, ça renvoie, vous voyez, à notre monde contemporain, là où il y a des rues, des places, des autoroutes, des voies ferrées, et quand on rentre chez nous, tout est plat, vous voyez, hein, tout est horizontal, hein, pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse coloniser, pour qu'on puisse la terre, pour qu'on puisse coloniser toutes les autres populations. Tout est contenu, quelque part, hein, dans cette image. Voilà, autre image d'un sol dallé, moins cool que Super Studio, que c'était des gauchistes débraillés. Là, c'est Albert Speer, et ça, on n'est plus à Florence, on est à Nuremberg. Et là, ils ont voulu faire dans une forêt, donc une grosse strasse, une grande rue, une grande avenue, voilà, de la même dimension que les Champs-Élysées, pour permettre donc toutes sortes de défilés militaires, toutes sortes d'hommages donc au Troisième Reich. Et cette route, elle existe toujours, on peut toujours la voir. Et quelque part, c'est vrai que voilà, elle contient en elle-même toujours, vous voyez, l'utopie hein, de ce sol tramé, hein, de ce sol, ou l'utopie peut-être, la dystopie peut-être, de ce sol tramé, hein, de ce sol donc parfaitement horizontal, hein, où tous les actes sont possibles et où peut parfaitement s'effectuer hein, la colonisation de la nature.
Voilà, autre exemple, plus récent, plus cool aussi, bien sûr. C'est le projet du pont Simone Veil, d'ailleurs je crois qu'il va bientôt être terminé. De Remcolas pour Romain. Bon, il devait faire un pont à l'origine, donc il y a eu un concours, et il y a toutes sortes de ponts qui ont été faits. Bon, Mimram, il avait fait des grandes, je ne sais pas quoi, je ne me rappelle pas. Enfin, Barani, je crois qu'il avait fait aussi des grands. Pourtant, il est architecte, il n'est pas ingénieur, mais il avait fait des arches, je ne sais pas quoi. Comment il s'appelle enfin, bon, ça ne va me revenir. Enfin, bon, peu importe. Ils avaient fait tous ils se sont dit, voilà, c'est un pont, puis on va faire des gigantesques structures, quoi. Ça va être ça, ça va être ça. Moi, je suis architecte, je ne suis pas ingénieur, mais putain, je vais te faire une structure que l'ingénieur, il va pas en revenir, quoi. En fait, non. Colas, qu'est-ce qu'il a dit? Non, un pont, c'est pas ça. C'est pas une structure, quoi. Un pont est simplement un espace plat, hein, où on peut traverser des rives. Et c'est un espace qui est ouvert des deux côtés. Hein, c'est un espace des possibles. C'est ça le pont. Vous voyez. C'est un lien, c'est une grande place. C'est un gigantesque lieu de rencontre entre deux rives. C'est pas des structures, c'est pas ça. T'as pas compris, là, c'est pas ça. Tu vois. Et donc il a fait pratiquement une dalle avec dessous des poteaux. Et sur cette dalle et ces poteaux, donc, il a, vous voyez, fait un gigantesque espace tramé, un gigantesque espace plat, hein, avec juste le passage pour les tramways, où effectivement tout peut être chamboulé, tout peut être transformé. On peut avoir des piétons d'un côté, des voitures de l'autre, mais tout peut constamment bouger. Vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, là c'est une configuration, mais il peut y en avoir d'autres. Et après, il y a des réflexions, vous voyez, sur les configurations possibles. Et surtout, ce qui est intéressant aussi chez lui, c'est un petit peu sa démarche, mais c'est de voir chaque fois, vous voyez, des cas critiques, vous voyez, comme par exemple... Bon, attends, c'est pas là. Voilà, vous voyez, imaginez donc une gigantesque fête hein, sur ce pont, hein, qui n'est pas un ouvrage d'art, qui est pas, c'est pas ça un pont. C'est vrai, c'est pas un ouvrage d'art. C'est un espace d'échange, un lieu d'échange, comme une place publique. C'est une place publique, et donc d'en faire vraiment la plus grande place publique de Bordeaux. Voilà, autre exemple, le réaménagement de la place de la République de TVK. Là aussi, c'est vraiment hyper intéressant parce que, bon, je sais que ce projet est parfois critiqué, mais ce qui est vraiment génial, c'est que, voilà, c'est de se dire, on ne va pas faire une place avec du mobilier, on ne va pas faire des petits espaces, des kiosques, on va pas faire on va faire simplement un grand espace, on va faire un travail de topographie, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à avoir le maximum de grands espaces horizontaux. Et pourquoi des grands espaces horizontaux? Eh bien, justement, parce qu'on peut tout faire sur un espace horizontal, alors qu'on ne peut pas tout faire sur un espace en pente. Donc ils ont su, vous voyez, par moments, réintroduire des escaliers, parce que cet espace-là, en fait, l'espace de la République, il est très chahuté, parce que c'est à l'emplacement de la muraille d'une des murailles de Paris, je ne me rappelle plus laquelle, qui a été détruite par Louis XIV pour créer les grands boulevards. Mais donc, il y avait vraiment de grandes différences, parce qu'il y avait des fossés, il y avait des fortifications. Donc, c'est un paysage très chahuté. Et donc, ils ont su le regarder, vous voyez. Voilà, non pas, je sais pas, avec des formes architecturales, mais voilà, en essayant de faire en sorte de maximaliser voilà, hein, ces surfaces horizontales, hein, pour que ces surfaces horizontales puissent accueillir, comme tout à l'heure chez Colas, vous voyez, le maximum hein, donc, d'événements possibles. Voilà, donc il n'y a pas, oui, comme avant dans la place, il y avait des parties plantées qui étaient protégées par des barrières, il y avait des arbres. Là non, il n'y a plus de parties plantées, il n'y a plus de barrières. Il y a des arbres, d'accord, mais ils prennent l'emplacement des dalles, qui dallent uniformément l'espace. Il n'y a pas non plus de plan d'eau. Mais par contre, on le voit sur l'image, là, ce n'est pas un plan d'eau, c'est le sol qui s'infléchit très légèrement pour pouvoir, l'été, être rempli d'eau, enfin, avoir une mince couche d'eau, pour voir le ciel, pour patauger dedans, et aussi pour rafraîchir donc, l'espace l'été. Voilà, les emmarchements qui ont été rajoutés hein, pour pouvoir avoir un maximum hein, de surface plane. Et là, donc, le plan d'eau hein, qui peut très bien disparaître
d'hiver. Et qui permet, là encore, vous voyez, là, hein, cette réflexion du ciel, hein, dont je parlais tout à l'heure, et qui rend, vous voyez, cette question du sol, voilà, très, très profonde, quelque part, voilà, parce que le sol, bien sûr, en plus, sous le sol, là, il y a le métro, bon, là, ils ne l'ont pas traité. Donc, mais en plus, le sol, non seulement il renferme des tas d'activités, mais en plus, donc, il est capable de réfléchir le sol. Donc, vous voyez, ça rajoute des tas de couches, des couches réelles. Voilà, le métro, les gens les flux hein, qui traversent le sous-sol, et puis donc aussi quelque chose d'immatériel. Voilà, l'image du ciel qui vient donc s'imprimer hein, sur le plan d'eau. Bon, les bancs, c'est vraiment degré zéro. Et là, tout ça permet, donc la nuit debout, la paix de République. Voilà, c'est ça qui est. Quelque part, oui, un mec m'avait dit, c'est Jean-Luc Pérez, il m'avait dit, voilà, mais. Un architecte, il m'avait dit, ouais, mais tu vois, en général, on fait il y a des actions, et après, il y a des espaces, mais là, c'est l'inverse. C'est l'espace qui a produit ce type d'événement. Et je trouve que c'est très, très juste. Hein, là, c'est les manifestants de Nuit debout là, qui creusent un potager. Voilà, on enlève les dalles et on creuse un potager. Et là encore, vous voyez, ça renvoie à cette image très mystérieuse de Super Studio, la vie super surface et promesse du printemps, hein, où on voit donc une petite fille qui est en train de nettoyer la terre, bon, comme moi encore, excusez-moi, après avoir enlevé les dalles. Bon, autre exemple d'espace public uniquement déterminé par le sol, c'est le projet pour l'aménagement de la place de la République à Paris. Pardon, excusez-moi, le projet pour l'aménagement des abords de Notre-Dame à Paris. Et c'est vrai que le projet qui a gagné, c'est vrai qu'il était fort, parce que voilà, il n'y a rien. Si vous voulez. Qu'est-ce que tu vas construire devant Notre-Dame? Mais tu t'es bien regardé. C'est Notre-Dame, quoi, tu vois. Et donc, voilà, ce qu'ils ont fait, c'est rien. Voilà, il y a juste un plateau. Et ce plateau, donc, il est légèrement en pente. Et comme on l'a vu tout à l'heure chez TVK, donc il y a de l'eau, c'est-à-dire que l'eau des toits de Notre-Dame est récupérée, elle est filtrée, et quand il fait chaud, donc elle descend sur le pavage, voilà, ce qui produit, vous voyez, donc un certain rafraîchissement hein, donc, de l'atmosphère. Voilà, c'est vrai que le sol, vous voyez, travailler sur le sol, bon, j'aurais pu faire voir des tas d'exemples. C'est vrai que ce matin, je me suis dit, mais je ne vais pas voir ça, je ne vais pas voir ça. Vous voyez, j'aurais pu faire voir des tas d'exemples, mais regardez, en rentrant sur Internet, vous voyez par exemple la maison d'air d'Yves Klein, l'artiste niçois, comme moi, et donc, qui avait travaillé avec Claude Parent d'ailleurs, hein, pour faire une maison, mais sans rien, c'était simplement un sol d'aller, voilà. Et après, il y avait, bon, dans le sol, une gigantesque soufflerie, donc quand il pleuvait, l'air pulsait, donc renvoyer la pluie. Si on voulait s'asseoir, on appuyait sur un bouton et puis l'air pulsé, donc créer un siège immatériel. Vous voyez, donc on peut imaginer, bon là c'est réel, c'est pas comme Yves Klein, c'est sûr, on ne peut pas faire ça, mais ça on peut le faire. Oui. Donc vous voyez, le sol, il permet de créer donc, une ambiance, dès qu'il fait chaud, donc insensiblement, personne ne s'en aperçoit, mais il y a un ruissellement d'eau qui permet de faire tomber peut-être l'atmosphère à 1 ou 2 degrés. Et donc le sol, ça permet aussi, vous voyez, de régler l'ambiance. Voilà, c'est un sol servant qui permet de régler l'ambiance. Voilà, je ne sais pas trop m'apesantir là-dessus sur le projet. Bon, ensuite, ça c'est au-dessus, le musée archéologique de Notre-Dame. Voilà, maintenant on va parler aussi des sols superposés. Enfin, donc, notamment, bien sûr, la maison Domino de Le Corbusier. Il faut voir que la maison Domino de Le Corbusier, ce n'est pas vraiment un projet. C'est juste de dire, voilà, aujourd'hui, putain, avec le béton, faire une maison, c'est super facile. Quoi, tu vois. Alors, tu prends du béton, tu fais 2 dalles, et puis tu mets 6 poteaux, tu mets un escalier, et tu as ta maison. Après, tu peux. Bon, ce n'était pas un projet fini, c'était juste un principe. Et cette maison, après, tu viens accrocher dessus des membranes de béton ou n'importe quoi, ou des parpaings ou de la brique, voilà, ça crée des façades. Et surtout, le truc, c'est de dire que le principe de cette maison-là, c'est beau comme un temple grec. Voyez, voilà. Un temple grec, c'est des colonnes et des entablements. Et là, donc, c'est des pilotis, enfin des poteaux béton et des dalles en béton. Et c'est vrai qu'il y a
l'évidence, la beauté. On peut y voir l'évidence et la beauté d'un temple grec. C'est un principe qui a été repris après, donc, notamment même très récemment. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu, voilà, on le reprend. Et quelque part, voilà, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que voilà, on va pas raccrocher des éléments opaques sur la structure. Elle est vue de partout, simplement des membranes de verre qui s'étirent, hein, comme le lieu de vie à Saclay. Donc, hein, c'est le même principe. Voilà, c'est des poteaux. Simplement, les poteaux là, ils sont très fins et très ferraillés. Et ils portent des poutres, et les retombées des poutres, elles sont maximalisées, c'est-à-dire qu'elles pourraient être différentes, à certains endroits faire 50, d'autres 90, mais là elles font partout 90. Donc on sent, vous voyez, parfaitement la structure qui pèse, pardon, le poids des sols, hein, qui pèse, hein, sur une structure, voilà, qui très fine, qui cherche à les soulever. On sent la lourdeur du sol. Alors que tout à l'heure, chez Le Corbusier, c'est vrai que c'était des simples feuilles de béton. Là, ouais, tout d'un coup, voilà, on sent l'idée vraiment de sol superposé. Et après, tout le reste, ça disparaît. Il n'y a pratiquement pas de cloison. Hein, il n'y a que des vitrages. Voilà, ça, c'est le projet sans enveloppe. C'est le même qu'avec l'enveloppe. Et puis surtout, l'idée, c'est de superposer, hein, des usages complètement différents, parce qu'à l'origine, il fallait faire donc un terrain de sport devant le bâtiment, et le terrain de sport a été fait sur le bâtiment. Et donc, ce sont comme une quelque part aussi, ça rappelle aussi les infrastructures, voilà, les autoroutes dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, c'est comme une superposition de tabliers d'autoroutes surélevées. Mais là, ce n'est pas des voitures qui passent, hein, ce sont des gens, hein, qui mangent, qui font de la gymnastique ou qui font du sport. Voilà, mais toujours c'est ça, c'est arriver à comprendre, voilà, cette conquête de l'horizontale. Voilà. Et puis, quelque part aussi, ce qui est bien dans ce projet, c'est que voilà, on voit l'effort qu'il faut faire, voilà, pour conquérir l'horizontale. Voilà, l'horizontale, elle n'était pas donnée. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça, notamment quelqu'un dont j'aurais pu parler, voilà, Marc Barani. Voilà, c'est vrai, lui, il vient du Midi, le pauvre, donc c'est vrai qu'à Nice, il n'y a que des pentes partout. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas faire, quoi, tu vois. Donc si tu veux faire une maison, mais putain, tu dois gagner l'horizontale, elle t'est pas donnée, quoi, tu vois. Non seulement il faut travailler, mais après il faut la construire. Enfin, il faut vraiment faire des efforts, voilà, pour l'obtenir. Elle t'est pas donnée. Voilà, donc c'est des sols avec des surfaces, voilà, hein, et des sous-faces, voilà. Et les sous-faces, comme tout à l'heure, je parlais de la maison d'air d'Yves Klein. Là, effectivement, dans la sous-face, eh bien, il y a la ventilation et le chauffage et l'éclairage, voilà, qui viennent s'y intégrer parfaitement. Il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est une surface, une sous-face, et l'espace est tenu. Bon, j'ai passé assez rapidement aussi sur ce projet. C'est un projet qui n'a pas gagné. C'est vrai que j'étais dans le jury du concours, ça m'a rendu fou, parce que c'était absolument génial. C'était le Centre chorégraphique national de Tours, de l'agence Brutaire. Et c'est vrai que voilà, ils ont tout dit, quoi. On lui pose la question, c'est quoi, enfin, ils ne sont pas venus le dire, mais on pose à l'architecte la question, c'est quoi un centre chorégraphique? Et putain, un centre chorégraphique, c'est un sol où dansent les danseurs, rien de plus, quoi, tu vois. Tu ne vas pas faire autre chose, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Il y a des danseurs, ils montent pas sur les murs, c'est pas des mouches, quoi, tu vois. Donc voilà, tu fais un sol, voilà. Et ce sol, tu vas pas, et surtout tu vas pas mélanger, tu vois, comme tout à l'heure, le téménos, quoi, tu vois. Voilà, ça c'est le dieu, ça c'est le domaine de Trophinios, quoi, tu vois. C'est pas le domaine de je sais pas quoi, du paysan du coin, c'est pas ça, t'as pas compris. C'est pareil, c'est les danseurs, que les danseurs, comme les prêtres, quelque part, voilà, ils sont là, ils travaillent leur corps, vous voyez, ils le déforment, vous voyez. Hein, c'est des corps sacrés, pratiquement, voilà. Ils sont dans des écoles particulières, ils travaillent tous les jours. C'est comme des prêtres, voilà. Hein, et donc, ils ont droit donc, à leur espace, et l'espace où évoluent les danseurs, mais c'est pas le même que l'espace des ploucs qui sont en bas, quoi, c'est clair, vous voyez, avec leurs grosses chaussures, c'est pas ça. Il faut vraiment un sol extrêmement élastique, vous voyez, donc très cher. D'ailleurs, la semaine dernière, je crois, je suis rentré dans une école de danse, et j'ai marché sur le sol. On m'a dit, mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu vois pas que c'est le sol pour les danseurs. Tu vas pas avec tes chaussures pleines de boue.
maculer ce sol qui en plus coûte une fortune. Voilà. Et donc, voilà. Donc c'est quoi une école de danse? C'est quoi un centre de chorégraphie? C'est un sol. Voilà, un sol pour les danseurs. Et le sol des danseurs, c'est pas le sol des vaches. Donc il est surélevé. Voilà. C'est tout ce que c'est. Ouais, c'est un sol surélevé. Après, en dessous, vous voyez, il y a tout. Il y a les vestiaires, il y a la librairie, il y a l'accueil. Et puis au-dessus, donc, il y a juste l'espace pour les danseurs. Ça, c'est au-dessous. Ça, c'est au-dessus. Voilà. Il y avait 2 salles de danse. Elles ont été rassemblées en une seule, mais tout en pouvant être découpées. Et puis après, vous voyez, il y a des gradins qui peuvent coulisser et disparaître pour laisser complètement... il y a des gradins pour le public qui peuvent coulisser et disparaître pour laisser tout l'espace aux danseurs. Voilà, et en même temps, vous voyez, le toit, c'est presque une sorte de grille technique qui laisse passer la lumière ou qui porte l'éclairage électrique quand il fait nuit ou quand il fait trop sombre. Donc, il n'y a rien d'autre. Voilà, je vais essayer d'aller vite. J'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup cette fois-ci. Pourtant, je pensais que le cours était plus court que d'habitude. Et là, voilà, je voudrais revenir aussi sur une notion dont je n'ai pas parlé. Bon, j'ai parlé de Téménos, voilà, j'ai parlé de conquête de l'horizontale, j'ai parlé de palimpseste, mais surtout, si vous voulez, avant tout, quoi, le sol, voilà, c'est un territoire. Vous voyez, voilà, et là, vous voyez, il faut regarder un peu tous les gens qui s'intéressent aux animaux, vous voyez. Hein, chaque animal, il a un territoire. Même le petit canari, il a son territoire. Tu vois. Le loup, bien sûr, il a son territoire. Vous voyez. Et le loup, il marque son territoire par des excréments. Voilà. Et quand il est dans son territoire, il est pratiquement inattaquable. Vous voyez. Voilà, parce que son territoire, il fait partie de lui. C'est son corps. Tu vois. Tu marches dans le territoire du loup, tu lui marches sur la queue. C'est pareil. Tu vois. Alors là, non. Donc, et par contre, quand le loup, il sort de son territoire, là, il est mal barré, quoi. Parce qu'il va rentrer dans les territoires d'autres loups, et donc il va marcher sur les pieds des autres loups, et là, ça va mal se passer pour lui. Donc, vous voyez, il y a ces questions-là de territoire. Enfin, moi aussi, ce territoire-là, ça vaut aussi pour les hommes. Moi, par exemple, j'ai un appartement à Nice, donc voilà, c'est un appartement c'est l'appartement de mon grand-père, voilà, c'est ça, en plus. Mais je m'en sers jamais, j'y vais jamais là-bas, ça m'intéresse pas. Mais voilà, il y a un sol, il y a des poutres en bois, il y a des façades en pierre, et puis après, il y a des cloisons. Voilà. Le propriétaire, il y a quelqu'un en dessous qui a racheté l'appartement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans son territoire. Putain, il a cassé toutes les cloisons, quoi. Voilà. Et il ne s'est même pas posé la question de savoir que, effectivement, dans un immeuble de ce type, voilà, les cloisons, surtout c'est un immeuble ancien, les cloisons, il n'y a pas de séparation entre porteurs et non-porteurs. Les cloisons, elles finissent par porter, quoi. Alors je ne vous dis pas la catastrophe chez moi, mais voilà, j'ai bien compris ça. Voilà. Voilà, quand on habite dans un immeuble, voilà, on habite dans un territoire, mais au-dessous et au-dessus, il y a d'autres territoires, il y a d'autres royaumes, voilà, avec des rois, et les gens, ils sont chez eux dans leur royaume. Ils sont pratiquement aucun contre-pouvoir. Voilà, donc voilà, comme les animaux donc, de Piero da Cosimo. Bon, je vais passer rapidement là-dessus, parce que ce projet, je l'ai souvent montré, c'est vrai que je le trouve, bon, bien sûr, c'est une utopie complète. Hein. Enfin, pas si utopique que ça, parce que ces immeubles, c'est vrai que ça existe en Chine, par exemple, hein, mais enfin, ils sont moins cool que celui-là. Hein, c'est Peak City de MVRDV. Enfin, je le fais voir, voilà, parce que c'est des tours, là, en bordure de la mer du Nord, là, voilà, avec des plateaux, voilà, mais des plateaux pour l'élevage des cochons. Et c'est vrai que, voilà, qu'est-ce que demande un cochon? Il demande à se rouler dans la boue, à manger des pommes, et puis à se reproduire, voilà, vous voyez. Et là, effectivement, il peut tout faire. Et même, il peut tout faire à la fois s'il le veut, quoi, vous voyez. C'est peut-être comme ça aussi que... Vous voyez, plutôt que de lire des ouvrages de sociologie, ce serait bien de lire des ouvrages d'éthologie, vous voyez, et de regarder un tout petit peu, voilà, comment ça se passe, hein, chez les animaux. Voilà, les pommes, on les retrouve, là, les pommes, les oranges de Soto-Nimura et de Tarkovsky. Et là, vous voyez, voilà, chacun voilà, voilà, c'est des milieux, voilà, des royaumes, le royaume des cochons, voilà, chacun est tranquille, chacun s'ébroue, voilà, chacun grogne, voilà, comme les humains aussi. Voilà, autre exemple, là, vraiment, d'un bâtiment, je trouve vraiment hyper intéressant, très peu connu, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal
pour avoir des images. Enfin, les images existent, mais elles ne sont pas projetables, si vous voulez. Bon, j'ai appelé le directeur de la FAU là, ce matin, ou hier soir, mais en fait, de l'école fédérale de Rio de Janeiro, parce qu'ils ont toutes les archives de ce mec, là, Rio Bernardes. Et c'est vrai que s'il y a des étudiants d'architecture ici, moi, je vous conseille vraiment, vous voyez, d'essayer de prendre contact, parce qu'ils ont des archives d'une richesse démente, avec des architectes complètement fous, comme ce type-là, là, Sergio Bernardes, c'est très peu connu. Et c'est vrai, je pense qu'il y a vraiment un vrai travail de dessin, de communication à faire de cette œuvre qui mérite vraiment d'être connue. Voilà, donc Condominium Casa Alta, pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi j'ai choisi ce projet? Parce que là, c'est vrai qu'on voit des volumes. Mais justement, c'est pas des volumes. C'est surtout le bâtiment qui est du bas, là, vous voyez, qui m'intéresse. Parce que vous voyez, ce sont des portiques, comme ça. Là. Donc ces portiques, donc, ils contiennent les cages d'escalier, les ascenseurs, les gaines. Et après, il y a juste des dalles, mais des dalles, on va le voir, hyper épaisses, quoi, parce qu'elles sont composites. C'est 2 dalles qui sont réunies par des systèmes de caissons et qui font plus d'1 mètre d'épaisseur. Et donc, vous voyez, il y a des parties qui sont en porte-à-faux, surtout aux extrémités. Vous voyez, les dalles des parties des extrémités, là, elles sont en porte-à-faux sur, je ne sais pas, 20 mètres à peu près, oui, 20 mètres, peut-être 25. Oui, c'est vraiment... Voilà, c'est pareil, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une autoroute habitable, quelque part, vous voyez. Voilà, c'est vraiment... Il y a d'énormes piliers, et après, d'énormes dalles, comme ça, qui sont portées par ces piliers, sans point d'appui intermédiaire. Et ensuite, les gens qui habitaient là-dedans, bon, c'est ça le truc, j'ai pas le plan. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Voyez, bon, d'abord, on arrive ici. Voilà, enfin, ça, c'est plus trop comme ça que ça s'est passé parce que ce bâtiment n'a pas été construit. Vous voyez, on arrive ici en bas où il y a la voiture. On peut prendre un ascenseur parce que la partie opaque blanche là, c'est des ascenseurs. Les ascenseurs, quand vous arrivez là, ils vous mènent uniquement, voilà, au niveau intermédiaire, c'est ce niveau-là, où il y a un parking par lequel on peut accéder. Et puis en dessous, donc, il y a un gigantesque hall. Voyez, et donc, vous arrivez par là, vous rentrez dans ce hall, et vous allez donc vers votre cage d'escalier, et puis soit vous montez votre ascenseur, soit vous montez, soit vous descendez, voilà, et puis vous arrivez chez vous. Et chez vous, en fait, le mec, il avait rien fait. Tu avais un plateau, il faisait, je sais pas, 400 mètres carrés, et puis voilà, tu pouvais faire ce que tu voulais, quoi. Et tu pouvais faire d'autant plus ce que tu voulais que, comme la dalle était très épaisse, il y avait une possibilité, voilà, vous voyez, de déplacer les descentes d'eau, les arrivées d'eau, pour mettre la salle de bain où on veut, ou la cuisine où on veut. Voilà, c'est complètement libre. Voilà, voilà. C'est vraiment un territoire. Voilà, tu fais ce que tu veux, quoi. Hein, et en plus, tu n'as même pas à casser. Là, tu peux casser toutes les cloisons que tu veux, ça risque rien, parce que la dalle est en béton et elle fait plus d'1 mètre d'épaisseur. Voilà, c'est le principe, vous voyez, des portiques, voilà, en béton. Voilà, dans ces portiques, les circulations verticales, et puis ensuite, donc, les plateaux. Voilà, là, c'est un étage intermédiaire où on peut arriver en voiture. On est déposé, enfin, le mari dépose sa femme à la cage d'ascenseur, et puis, bon, excusez-moi, c'est les années 60 et c'est au Brésil. Et donc, et après, elle prend l'ascenseur et puis elle monte chez elle, et puis il va se garer, et puis il revient, et puis il remonte. Voilà, ça c'est le grand, cet espace-là, donc ce grand accueil. Hein, on peut venir en voiture pour déposer les gens, mais sinon on peut très bien venir à pied, donc de la cage d'ascenseur qui se trouve à l'extrémité que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, ça s'ouvre complètement sur le paysage. Vous voyez, il n'y a pas de différence entre la partie parking, la partie habitation. Et puis là, on voit, vous voyez, donc l'épaisseur de la structure, l'épaisseur des dalles qui sont ventilés. Voilà, autre exemple, un bâtiment de RCR à Gand, hein, où c'est ça qui, enfin, je trouve ça aussi c'est fou, c'est des sols, ils sont pas posés, c'est Gand, c'est une ville, vous voyez, on voit les façades autour là, oui, c'est une ville médiévale, un peu touristique, il y a plein de gens qui vont voir la cathédrale, je ne me rappelle pas de son nom, et puis l'agneau mystique, il y a plein de touristes. Voilà, et là, c'est une bibliothèque universitaire. Et en fait, ce qui est intéressant chez les RCR, c'est qu'ils voilà, ne sont pas du tout appuyés sur l'architecture existante pour faire leur projet, mais on va le voir, ils sont plutôt appuyés sur le territoire, vous voyez, le tracé du fleuve. Mais c'est plutôt les données territoriales voilà, qui les ont intéressés, hein, plus que finalement les données formelles ou architecturales.
Voilà, hein, c'est des plateaux comme ça qui sont complètement jetés les uns sur les autres, presque n'importe comment. Hein, et dans ces plateaux, il y a des trémies hein, qui permettent d'avoir des escaliers, et qui permettent de les mettre en contact. Et après, sur ces plateaux, donc, voilà, ça c'est la maquette que j'ai vue à l'agence au Lot. Vous voyez, on la voit bien parce qu'il n'y a pas de vitrage. C'est vraiment des plateaux comme ça qui sont jetés les uns sur les autres. Il y a une structure, donc c'est des portiques en métal, qui descendent même jusqu'au sous-sol, hein, pour le garage des parkings, et aussi qui continuent pour porter la place qui est surélevée. Donc il n'y a pas de différence entre, disons, un garage à vélo, une place, et puis donc le bâtiment. Parce que finalement, ce sont des gigantesques places superposées. C'est vraiment l'espace public qui se poursuit. Voilà. Et surtout, voilà, il y a voilà, ça c'est la coupe où on voit les différences entre les trémies, voilà, et les emmarchements qui font la liaison entre les différents étages. Et là, voyez, on voit comment le bâtiment il prend sa forme hein, de l'anse du fleuve, il accompagne voilà, l'anse du fleuve, comme s'il s'agissait d'un projet en pleine nature. Voyez. Il n'y a pas de volonté de dialogue avec les façades existantes, mais voilà. Et là, on voit, vous voyez, la structure, hein, des portiques voilà, en métal, et bien sûr les escaliers de secours en béton, les escaliers de secours et les ascenseurs en béton, le noyau en béton qui contrevente l'ensemble. Voilà, pour terminer. Terminer voilà, par un projet plus compliqué, parce que c'est pas une bibliothèque. C'est vrai que bibliothèque, c'est vrai que les gens, enfin surtout dans ces bibliothèques, les gens se parlent, les gens se rencontrent. Il y a beaucoup c'est une bibliothèque universitaire, mais il y a un peu tous les âges. Enfin, je ne sais pas si on l'a vu sur la photo, il y a même un mec qui joue du piano, puis il a un casque. C'est très sidérant comme lieu, comme ambiance. Là, c'est un crématorium qui a été fait par Soto Demura, voilà, que j'ai évoqué tout à l'heure, toujours en Belgique, mais pas à Gand, à Courtrai. Et bon, déjà, si vous voulez, ce qui est fou, c'est l'emplacement du bâtiment. Parce que, en fait, là, il y a un cimetière derrière, à droite. Là, vous voyez, c'est un cimetière qui a été dessiné par Paola Vigano et son associé. Et donc, il y avait ce cimetière, et théoriquement, le crématorium, il aurait dû se mettre dans un endroit plus discret, voilà, tout au fond de la parcelle. Et lui, il n'a pas voulu faire ça, quoi. Il a mis en bordure de la route, d'abord parce qu'effectivement, bon, c'est évident que le crématorium est excentré, donc il y a des corbillards qui arrivent, hein, avec des gens qui vont se faire, enfin des morts qui vont se faire incinérer. Puis il y a le public qui arrive aussi. Bon, on ne vient pas à pied. J'essaie d'y aller à pied, c'est impossible. Ça peut être à 5 km du centre-ville. Donc voilà, tu viens en voiture. Donc c'est vraiment un truc qui est un équipement qui est vraiment. C'est un équipement technique voilà, qui est vraiment accroché à cette route là, qui est assez fréquentée. Là, vous voyez, c'est une. Et puis en plus, le bâtiment, il est complètement horizontal. On est frappé par ça. Donc voilà, il est près de la. C'est un bâtiment particulier, voilà, parce que. C'est quand même particulier. Vous voyez. Enfin, je l'ai fait une fois. C'était pour une tante. C'était à Grenoble. C'était un crématorium. Bon, il n'y a pas beaucoup d'architectes là-bas, ils vont se reconnaître, mais ça semblait un peu le vaisseau spatial de Star Trek. Vous voyez. Bon, c'est complètement à côté de la plaque, quoi. C'est vrai, parce que c'est sûr que les gens qui sont... Bon, certains, sans doute, il y en a qui le veulent, mais d'autres, ils le font pour d'autres raisons, si vous voulez. Vous voyez. Et puis en général, culturellement, on s'enterre, quoi. Vous voyez. Donc, voilà, est-ce que ça vaut le coup de faire un bâtiment aérien? Donc lui, il a réglé tout de suite le problème. Donc déjà, il a enterré son bâtiment. Et donc, puis il a bien réglé le problème technique, puisqu'il y a une rampe pour les corbillards qui amènent les corps. Et puis après, de l'autre côté, il y a une rampe pour les piétons hein, qui descendent donc lentement dans la terre pour assister à la cérémonie. Et aussi, il a fait un truc, c'est qu'il a fait la cheminée, mais très visible. Alors qu'en fait, on m'a dit... Dans les crématoriums, en général, tu ne fais pas la cheminée. Quoi. Parce que au contraire, on cherche à... Voilà, c'est un vaisseau spatial, le mort disparaît comme ça, par précipitation, et puis c'est terminé. Mais ça correspond peut-être aussi assez bien à la société contemporaine. On n'arrive pas à regarder la mort en face, et donc elle disparaît complètement. Tandis que là, lui, non. D'abord, il a enterré, déjà, et après, le truc qu'on voit, le seul truc que tu vois de loin,
Putain, c'est la cheminée, quoi. Et tu ne peux pas ne pas la voir, parce qu'elle est vraiment énorme. C'est comme un menhir, comme ça, qui est jeté dans le territoire. La cheminée. Voilà. Et puis, en plus, il a bien réfléchi à ça. Vous voyez. Donc, au fait qu'il y a du bruit, il y a la vie, il y a la route, et là, c'est le crématorium. Et quand tu y vas, c'est vrai que c'est pas pour rigoler, quoi. Donc, le bâtiment, ça, c'est le plan. Vous voyez, il est triangulaire. Donc là, la pointe, vous voyez, du triangle, c'est l'entrée des corbillards. Tout ça, le grand espace ici, c'est la salle technique, parce que, enfin, je ne savais pas ça. Moi, j'ai posé des questions bêtes, mais en fait, les morts qu'on brûle, c'est pas comme en Inde, vous voyez, parce qu'en Inde, ils brûlent les morts comme on fait des kebabs. Là-bas, pas du tout, pas du tout. Voilà, c'est vraiment, les morts, ils sont pris dans une chaleur, mais d'acierie pratiquement, vous voyez, c'est plus de 1000 degrés, quoi, voilà. Et le corps, il est transformé en poussière, peut-être en quelques secondes, en quelques minutes, vous voyez. Et toute cette machinerie, en plus, après, ça permet de ne pas de filtrer, vous voyez, de filtrer les poussières en suspension dans l'air pour pas que les cendres là, se répandent ensuite dans l'atmosphère. Donc, tout ça, c'est la partie technique, et là, c'est la partie donc, plus dédiée au culte. Vous voyez, on descend par la rampe, on arrive dans une cour, et après on rentre, il y a une salle de cérémonie, et puis, bon, ici, en fait, c'est plutôt un endroit caché, il y a l'espace où les cercueils entrent dans le crématorium, proprement dit, pour l'incinération. Voilà, donc on arrive par là, sa maman est morte, on arrive par là, on descend, il y a le bruit de la route, là, les voitures, tout ça, ça fait bizarre, quoi. On descend, on entend moins le bruit de la route, quoi, voilà. Et par contre, on entend un bruit d'eau, quoi. Voilà. Et puis là, voilà, on arrive, voilà, on arrive. On n'entend plus du tout le bruit de la route, on n'entend plus que le bruit d'eau. Récemment, je suis allé voir un truc, là, enfin, c'était des textes de Goethe et compagnie, enfin, des romantiques allemands, et puis il y avait des mots comme ça qui revenaient constamment dans le genre après une vie de souffrance, enfin la fraîcheur de la tombe. Et c'est vrai qu'on arrive là, déjà il a fallu venir ici, je ne sais pas comment, et puis voilà, on ressent, vous voyez, on arrive dans quelque chose, on n'est plus dans les bruits, on n'est plus dans la ville, quoi, on n'est plus dans le bruit, il y a cette eau qui coule, et c'est vrai qu'il fait, bon, bien sûr il faisait froid, c'était en plein hiver pour moi, mais on sentait tout d'un coup voilà, cette sorte de libération que peut procurer l'eau et la fraîcheur de la tombe. J'étais au petit matin, donc là, le soleil traversait l'espace. Et là, vous voyez, c'est la salle de cérémonie. Donc, comme toujours chez lui, il a toujours trouvé des éclairages zénithaux pour qu'on n'ait pas trop l'impression d'être enterré. Vous voyez, bon, c'est quand même là. Enfin, en tout cas, la gravité est partout là-dedans, c'est sûr. J'essaierai d'expliquer pourquoi tout à l'heure, mais la gravité est partout. La pesanteur, la lourdeur, vous voyez. Bon, là, c'est vrai qu'il y a une arrivée de lumière, mais la lumière, si l'électricité était éteinte, on verrait très peu de choses, si vous voulez. Voyez. Hein, c'est plus sépulcral. C'est sépulcral. Là, c'est pas des torrents de lumière zénithale. C'est une lumière sépulcrale. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est la chambre. C'est là où on incinère les gens. Et là, c'est quand on sort, et c'est ça qui est fou. Là, quand on sort, on comprend tout le truc, si vous voulez. On comprend que voilà, se faire incinérer, vous voyez, c'est pas forcément... c'est sûr qu'on se fait incinérer, mais pour quelle raison, j'en sais rien, mais culturellement, vous voyez, on se fait enterrer. Voilà, et tout est fait, si vous voulez, pour avoir un parcours, vous voyez, dans la terre, parce que le bâtiment, le crématorium, il n'est pas posé, vous voyez, sur la terre, il est vraiment dans la terre. Mais toutes les salles sont sépulcrales, sont cryptiques. Vous voyez. Donc, on a partout ce sentiment comme ça, vous voyez, d'être. Et surtout quand on sort, parce que quand on sort, voilà, bon, il y a un dénivelé entre la voie et puis le cimetière, et qui est fait par un autre architecte. Et si vous voulez, on n'est pas. Et quand on sort, on est, vous voyez, à moitié enterré quelque part. Voilà. Voyez, donc tout est fait. Là, même si voilà, les corps sont réduits en fumée, voyez, pour simuler, voilà, voyez, l'enterrement. Voilà, voyez, là, on voit quand on sort, voilà, on a la terre qui arrive
au niveau du ventre. Donc on est dans la terre, voilà, quelque part. Voilà. Quelque part, nous, le public, on ressuscite, quelque part. Voilà. Puis on imagine que peut-être ce sera la même chose pour le mec qui est passé à 1000 degrés tout à l'heure. Voilà, et on arrive là-dessous, là, vous voyez, sous ce grand porte-à-faux en béton extrêmement pesant. Et tout est fait, si vous voulez, pour... Voilà, même les gens qui partent en fumée, voilà, comme le disent les romantiques, voilà, après une vie de souffrance, retrouver la fraîcheur de la tombe. La terre mère.